La cellule d'un bunker, un lit, une table. Cette femme, comme 5 autres volontaires, a accepté d'y passer 48 heures. 48 heures d'isolement complet dans le noir et sous l'œil d'une caméra infrarouge. Privés de toute stimulation extérieure, les volontaires ne tardent pas à montrer des signes d'angoisse. Et pour certains, l'angoisse fait très vite place à des hallucinations. God, this is weird. I hope someone can hear me. I'm hallucinating. There's a snake there. She's just going along. You just see moving shapes, lights. Saw some little tiny cars, zebras. Bonsoir. Les images que vous venez de voir sont tirées d'une expérience interdite pour des raisons éthiques. En 2008, le psychologue anglais Ian Robbins, connu pour sa prise en charge d'ex-prisonniers de Guantanamo, a passé outre cette interdiction. Son but, déterminer les effets de la solitude et de la privation sensorielle sur une personne ordinaire. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, se retrouver dans l'isolement total s'avère extrêmement compliqué pour le cerveau humain. Sans arriver à ces extrêmes, nous sommes pourtant nombreux à vivre soit dans une grande solitude, soit carrément isolés des autres. Un isolement souvent imposé, mais parfois choisi également. Alors quel rapport avons-nous à la solitude ? Comment expliquer que souvent nous la fuyons, mais parfois aussi nous la recherchons ? Durant l'heure qui suit, nous tâcherons de répondre à ces questions. La solitude qui m'affecte, c'est celle que vous ressentez lorsque vous fermez la porte et que plus personne n'est là. Dans cette émission, vous verrez que la solitude, l'isolement, l'absence de communication peuvent être une souffrance à tout âge. Là, t'es dans ta bulle, sauf que ta bulle, elle est blindée, on peut pas te toucher. Et puis, vous ressentirez ce qu'éprouve une personne rejetée par le groupe. Personne n'a mis votre prénom sur les papiers. Vous découvrirez également que pour certains, la solitude est une sorte de drogue. Pas toujours très agréable d'ailleurs. Mais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Mais pour commencer, plongeons-nous dans la tête d'un solitaire, un homme qui a choisi de vivre loin des autres. J'habite dans la forêt, dans une petite clairière au-dessus de Peseux, dans la forêt de Pierre-Gelée. Chaque fois que j'arrive dans cette clairière, il y a comme un souffle, un frisson qui monte en moi et qui me dit « Ah, mais c'est là que je vis. » Et je suis heureux. Je vis dans cette ferme, seul, depuis 18 ans et quelques mois. On me surnomme Paxson. J'ai 56 ans. Je suis un solitaire. C'est pas un défi pour moi de vivre seul, parce que j'ai pas tellement peur de vivre seul. Donc c'est pas quelque chose qui me met à l'épreuve. Mais par contre, par dépit, parce que ce qui me met à l'épreuve, c'est de vivre ma condition comme je peux dans cette société qui aimerait me voir peut-être dans une autre condition, plus conventionnelle, on va dire, plus assurée, plus qualifiée, plus installée, plus... Pourquoi je ne suis pas parti depuis longtemps de ce trou à rare? Pourquoi cette ornière me borde aussi fort? C'est ici quand même un espèce de refuge pour échapper un peu à la société qui est assez contraignante.
En fait, on n'échappe pas. On essaie de fuir, mais on n'échappe pas à cette société. Si on veut échapper, on meurt en fait. Donc c'est une façon d'échapper, mais en fait, on n'échappe jamais. On prend distance. On prend cette espèce de distance qui nous permet d'être face à la société et d'être quand même un peu soi-même. Marie-Noëlle Scurmans, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, professeur honoraire à l'Université de Genève. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule Les Solitudes et d'un autre ouvrage sorti il y a peu, un roman qui s'intitule D'un jour à l'autre. Alors, lors de vos recherches, vous avez rencontré de nombreuses personnes seules, au profil d'ailleurs très différent. Vous êtes allé voir des femmes divorcées ou encore des prisonniers. Parmi toutes ces rencontres, il y a une facette de la solitude qui a été très présente, du moins au début des discussions, c'est la solitude liée au manque. Je me trompe ? Non, tout à fait. C'est vraiment l'idée première, le mot-clé le plus spontané qui vient à l'esprit quand on pense solitude. On pense privation, on pense absence. Et puis ça s'assortit de sentiments tels que la tristesse, le chagrin, le désarroi. On la voit vraiment comme un manque. Et il y a aussi des catégories de personnes en fait qui nous semblent être des catégories de gens emblématiques de ce manque. Et c'est par exemple les veufs, les personnes âgées, les chômeurs, les malades parfois aussi. Enfin, toutes ces personnes dont on craint de perdre une caractéristique, le travail, la santé, les relations familiales. Donc ce sont des emblèmes de cette solitude du manque. Et comment est-ce qu'on explique cette image négative? D'où vient l'origine de ce sentiment un peu négatif lié à la solitude? Il y a une origine qui me semble être très historique. Je réfère par exemple aux sociétés du Moyen-Âge, aux sociétés féodales par exemple, 11e, 12e siècle, même jusqu'au 15e, et dans lequel la norme, enfin la façon habituelle de vivre, c'était d'être vraiment dans une sociabilité extrêmement serrée. Il n'y avait pas de chambre attribuée aux gens et il n'y avait même pas de lit attribué, donc on dormait ensemble sur les mêmes couches, en changeant peut-être d'un jour à l'autre. Et donc le fait d'être seul était une chose tout à fait anormal. Les gens qui erraient seuls à cette époque étaient considérés comme des fous. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer, c'était impensable de se retrouver seul, ou il y avait quand même des exceptions? Bon, il y avait quelques figures qui étaient peut-être l'ébauche d'une solitude valorisée, en tout cas désirée. C'était celle, d'une part, du chevalier errant, un chevalier errant qui remplit les contes. Il y avait celle de l'ermite aussi. Et un peu plus tard de la vie monacale, des moines qui se retiraient dans des monastères. Alors c'était une solitude héroïque ou une solitude sainte, mais c'était totalement éloigné du quotidien des gens. Il y a donc une origine historique à la mauvaise image qu'on attribue à la solitude. Mais si l'homme a autant peur de se retrouver seul, ou en tous les cas considère cette situation comme anormale, c'est que l'espèce humaine est une espèce particulièrement sociale. Nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin d'interagir avec les autres pour vivre, mais aussi et surtout pour nous construire, et cela dès les premiers jours de notre vie. Pour un bébé, l'autre, c'est avant tout sa maman. Les interactions avec elle et son contact physique sont essentielles et la situation peut vite se compliquer si le nouveau-né se retrouve privé de cet échange. Regardez. Une maman, volontaire, jouant avec son enfant. Pour les besoins de notre expérience, nous lui avons demandé de casser soudainement tout lien de communication qu'elle entretient avec son bébé et de se montrer impassible. Désemparé, l'enfant essaye par tous les moyens de réinstaurer une communication avec sa maman. C'est que l'enfant a besoin du regard de l'autre pour se réguler. Il ne supporte pas de se retrouver seul,
sans répondant en face de lui. Ces interactions sont essentielles à l'enfant, comme l'avait montré à l'époque le psychologue Blaise Pierre-Imbert dans cette expérience dite de la situation étrange. Élodie et sa maman sont installées dans une pièce. Une personne inconnue y pénètre. L'enfant, là, est légèrement perturbé par la présence de cette personne. Maintenant, Élodie s'est mise tout près de la mère pour observer la personne inconnue. Et là, la maman d'Élodie va tenter de sortir de la pièce. Apparemment, Élodie n'est pas d'accord. Dans la situation étrange, lorsque le parent s'en va, évidemment, la plupart des enfants sont un peu désemparés parce qu'ils sont dans une situation nouvelle qu'ils ne connaissent pas. Et pour pouvoir explorer, eh bien, il faut que l'enfant soit en sécurité, il faut que l'adulte soit là. Vous avez vu comment elle tend ses bras? Élodie retrouve les bras sécurisants de sa maman. Mais l'absence du parent peut avoir des conséquences autrement plus dramatiques que de simples pleurs. On s'est aperçu donc, depuis très longtemps que souvent dans les orphelinats, les enfants se développaient mal et peut-être même parfois se laissaient aller jusqu'à la mort. Et c'est grâce aux travaux d'un grand psychiatre, René Spitz, dans les années 1940-50, que en fait l'enfant avait besoin aussi d'une sorte de nourriture affective, pas seulement de nourriture matérielle et pas seulement de soins physiques, si vous voulez, donc des soins affectifs en quelque sorte. C'est ce que montrent les images filmées pour la première fois par le psychiatre René Spitz et son équipe dans des orphelinats américains au milieu du siècle dernier. Privé de contact parental et sans relais au niveau du personnel soignant, à l'époque inconscient de cet enjeu vital, l'orphelin régresse, se réfugie dans le silence et la solitude, jusqu'à pour certains se laisser complètement dépérir. L'enfant a ce besoin, disons, de se sentir en sécurité pour pouvoir assumer son autonomie, pour pouvoir partir explorer, etc. Et je pense que ça, c'est la chose importante, c'est-à-dire que l'enfant ait cette possibilité-là, donc de s'appuyer sur l'autre, sur les autres, pour pouvoir ensuite s'émanciper, en quelque sorte. Comme la prime enfance, l'adolescence est aussi une phase charnière de la vie. On y construit son autonomie petit à petit. Mais c'est aussi une période qui peut basculer dans une solitude pathologique. Une solitude que vivent les hikikomori, ces adolescents ou jeunes adultes japonais, incapables de supporter la pression sociale et scolaire et qui s'isolent pendant des mois, voire des années, dans leur chambre. 本とかそういう引きこもり関係の本とか読んでも、なんていうんですか、本当半年とか1年以上経ったら、もうなんか自分では脱出できないと、なんか外部の人からだとか、そういう何かしらの支援がないと、今までね、まあそれこそ小学校ぐらいから、まあね、大学含めていろんな友達とかもいたんで、その人たちとちゃんと連絡を、取れなかったんで、それが一番失ったものとしては大きいかなと思いますね。Le phénomène ne concerne plus uniquement la société japonaise. En Suisse aussi, des jeunes gens désemparés s'enferment volontairement dans cette solitude carcérale, avec souvent comme seul compagnon un écran. Ici, ce que j'ai pu voir, c'est des jeunes qui se sont depuis des mois déjà, parfois plusieurs années, complètement retirés dans leur chambre et qui vivent dans un huis clos avec un parent. La plupart du temps, c'est la mère.
Il n'y a aucun projet d'avenir. L'idée, c'est que maman me fiche la paix pour que je puisse m'adonner totalement à mon jeu vidéo. Ce sont des situations du point de vue du traitement extrêmement compliquées. Nous échouons aujourd'hui plus souvent que nous ne réussissions. Il faut des interventions probablement quotidiennes d'apprivoisement, de réapprivoisement de la personne. Nous avons fait d'ailleurs des visites à domicile et nous sommes restés les bras ballants devant une porte de chambre fermée à clé où le jeune refuse tout contact. Ce sont des situations d'une violence passive extrême et l'appui des parents dans ces situations-là est plus que nécessaire. Est-ce que ça inquiète le psychologue que vous êtes, ce genre de situation qu'on trouve finalement aussi ici ? Au plus haut point. Alors heureusement, ces situations sont rares à ma connaissance, mais c'est ces situations-là qui sont bien plus graves que les situations de jeunes consommateurs de cannabis ou d'alcool, même frénétiques. Il y a dans la consommation de substances une composante sociale qui fait qu'on garde le lien, et dès qu'il y a le lien, on peut travailler. Ici, il y a un refus actif du lien. Et du coup, l'intervention thérapeutique directe avec le jeune est quasi impossible. Cette mission doit réussir. Yann aura bientôt 18 ans. Il y a 3 ans, les jeux vidéo avaient envahi une bonne partie de sa vie, au point de lui faire connaître un certain isolement. Certes, à des années-lumière de la réclusion vécue par les hikikomori japonais. Aujourd'hui, cet étudiant parle avec un détachement salutaire de cette période. Une période durant laquelle il a régulièrement séché les cours pour s'isoler devant l'écran. Au week-end, des fois j'étais motivé, des fois je me levais à 7h du matin, je jouais jusqu'à 14h, et ça fait déjà 7 heures de jeu, mais la semaine pas trop. Moi j'étais plus solitaire, quand je jouais, je restais dans ma bulle, je préférais pas aller parler à quelqu'un, je préférais rester dans mon élément, rester concentré, m'améliorer, j'étais bien. J'avais mes potes à l'école, mais je m'en foutais, je voulais pas forcément les voir, moi je voulais jouer. Pour moi, c'était pas quelque chose de mal en fait. C'était juste, je m'enlevais de ce monde un peu horrible, entre guillemets, enfin pas horrible, mais c'est juste un monde un peu désagréable pour aller à un endroit où j'étais plutôt confortable. Dans le jeu vidéo. Un confort solitaire pour Yann, un véritable huis clos numérique pour d'autres, qui peut les conduire à une rupture scolaire complète. Les psychiatres estiment d'ailleurs qu'un refus scolaire dépassant la semaine doit sérieusement alarmer l'entourage de l'ado. Quelqu'un qui plonge dans le jeu vidéo, c'est quelqu'un qui reste dans son univers, qui veut même pas en sortir. C'est vraiment ça, t'es dans ta bulle. Moi aussi j'étais dans ma bulle, mais là c'est même pas ça, là t'es dans ta bulle. Sauf que ta bulle elle est blindée, on peut pas te toucher, t'es perdu après, on peut plus rien faire. Cette bulle dans laquelle il s'enferme peut être utilisée, c'est le cas de Yann, comme un moment d'expérimentation, comme pour se renforcer, pour se préparer pour en sortir et faire face au monde réel. Mais pour d'autres qui ont d'autres fragilités, cette bulle devient un cocon qui devient après un œuf et la coquille se durcit de plus en plus, ils perdent les compétences nécessaires à faire face à la vie réelle et du coup, chaque jour qui passe devant l'écran devient un défi supplémentaire pour revenir dans la réalité. Et si tu réfléchis et tu restes un peu objectif, tu t'en sors. Parce que tu vois, au fond, tu te fais chier. Tout le temps la même chose, tout le temps à tirer sur des gens, au fond, c'est un peu ça si on schématise le truc. Du coup, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, wow, arrête! C'est pas avec ça que tu vas avoir un métier, enfin que tu vas avoir des potes, que tu vas sortir. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, je jouais beaucoup moins. Et là, comme un signe, il y a un de mes potes qui m'envoie un message pour sortir avec des autres potes. Et c'était un peu le destin au fond. C'était comme si, voilà, tu ne devais pas plonger là-dedans. Tout était fait pour que j'arrête. Ouais, c'est ça, Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire qui font des plongées, qui ont les caractéristiques d'une réelle addiction aux écrans, ils sont comme aspirés. C'est comme une phase de préparation, un petit peu à l'image du labyrinthe, qui d'ailleurs est une métaphore qu'on utilise pour caractériser l'adolescence. C'est une étape où on est perdu, on se cogne contre les murs, on tourne en rond, et
au bout d'un moment, comme par miracle, on trouve la sortie et c'est un autre monde qui se présente à nous. Et Yann nous dit un petit peu quelque chose de ce processus-là qui se passe alors totalement en dehors des regards. Ça se passe dans le fort intérieur du jeune, mais tout d'un coup on est prêt et on passe à autre chose. Au fond, je garde un beau souvenir, ouais, parce que ça n'a pas été quelque chose de mal. J'ai l'impression que ça m'a fait grandir, ça m'a fait rendre conscience de certaines choses. Ça m'a rendu conscient que, voilà, tu peux pas rester toute ta vie en boucle sur quelque chose. Tu peux pas, tout simplement. Et voilà, il y a tout qui a changé après. On vient de le voir, on ne peut que difficilement grandir dans la solitude. Le rapport aux autres est essentiel dans le développement de l'enfant et à l'adolescence. Une fois adulte, le regard des autres reste également un élément central pour l'équilibre personnel. Appartenir à un groupe, se sentir considéré, permet de garantir une bonne estime de soi. Mais que se passe-t-il quand le groupe nous rejette, quand il nous isole? Quelles conséquences pour l'image de soi? C'est ce que nous avons voulu tester avec l'expérience suivante. Et vous allez le voir, le comportement de nos participants volontaires est très éloquent. Neuf volontaires ont accepté de se prêter au jeu. Le but de l'expérience ne leur a pas été communiqué, mais il s'agit ici de déterminer les effets du rejet d'un individu par le groupe. Venez seulement, postulez-moi, simplement. Pour réaliser notre expérience, nous nous sommes inspirés de celle de la psychologue américaine Jean-Marie Twenge, menée en 2003 aux États-Unis. Alors, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table, c'est-à-dire de vous présenter les uns après les autres, histoire qu'on sache un peu qui vous êtes. Écoutez bien, puisque c'est à partir de ces présentations que par la suite, vous allez vous constituer en groupe pour des expériences futures. Bonjour, je viens de Sion et là je fais des études à Lausanne en lettres. J'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. J'habite à B. Mais je suis d'origine brésilienne, je viens de São Paulo. J'aime beaucoup la lecture, la nature et un peu de photos aussi. À ce stade, chacun est invité à inscrire les prénoms de 3 autres participants avec qui il souhaite constituer un groupe. Une fois les feuilles de papier rassemblées, nous indiquons de manière totalement arbitraire à une partie des candidats qu'ils ont été sélectionnés par tous les autres. L'ensemble des gens dans la salle ont mis votre prénom sur les petits papiers. Joli. Joli. C'est joli. Ouais, bah bravo, je trouve que voilà, ça arrive. Ouais. C'est beau, ouais. C'est beau, ouais, c'est cool. Je vous propose de venir dans la salle. Chaque candidat est ensuite conduit dans une salle d'attente où des caméras ont été dissimulées et des fauteuils disposés dos à dos. 2 face à un miroir, 2 autres face à un mur blanc. Toutes les personnes à qui nous avons prétendu qu'elles avaient été retenues par le groupe se sont assises face au miroir, toutes sans exception. Voilà, par là, ouais. Aux autres candidats, nous annonçons tout autant arbitrairement une fausse mauvaise nouvelle. Hélas, vous n'êtes pas sélectionné pour la suite des éventuelles expériences que vous auriez pu faire, parce qu'en fait, personne n'a mis votre prénom sur les papiers. Okay. Donc, c'est un peu ennuyant. C'est pas grave. C'est pas grave, non, hein. C'est comme ça. Où vont-ils s'asseoir? Dans l'étude de la professeure Twenge, 90% des personnes qui avaient ainsi été stigmatisées se sont assises dos au miroir, face au mur. Dans notre adaptation de cette expérience, une majorité de gens stigmatisés par le groupe a fait de même. Alors Nicolas. En fait, donc, je vous ai dit que personne n'avait mis votre nom sur les petits papiers, ouais. Mais je vous ai un peu menti. C'était faux. C'était faux, ouais. Tordi. Pardon? Vous êtes tordi. Un peu, ouais, c'est vrai. Sur le moment, quand je vous ai dit non, enfin que personne ne vous avait... Ouais, bah j'étais déçu. Ouais, ça fait un peu un choc, je m'attendais pas que vous disiez ça. Ça fait quoi, en fait? Bah ouais, je sais pas, ça fait se sentir seul, sans personne, ouais. Que personne, pas t'aime, mais te regarde même pas, ouais. L'impact du rejet social dans un contexte des plus banals.
C'est ça qui me touche, en tout cas dans cette expérience, c'est quand on réunit des gens qui ne se connaissent pas du tout, avec des enjeux absolument minimes, que ça a un impact réel sur les comportements qui vont en suivre, notamment dans le regard qu'on porte sur soi, et cette fois-ci très réel, c'est le reflet du miroir, et qui est refusé dans le cas de personnes qui se sont vues rejetées d'une situation de groupe, et au contraire qui est accepté dans les situations où les participants à l'expérience sont acceptés comme membres appréciables d'un groupe. Personne n'a mis votre prénom sur les fiches. D'accord. Donc c'est un peu ennuyant, mais comme c'est important pour nous que les gens s'entendent, du coup on ne peut pas continuer avec vous, quoi. Eh ben c'est pas grave. C'est vrai? Ben, on fera pour une prochaine fois, une autre expérience. Ouais, je suis désolé. Ça marche. On a tous envie quelque part de se faire aimer, d'être aimé. Et du coup là on se remet en question en se disant qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà. Je suis désolé, mais c'est vraiment un truc important pour nous que les gens aient un feeling au départ. Ça marche. L'instinct, la situation a fait que je me suis dirigé pas vers les miroirs, mais plutôt vers le côté des étagères, où je pense, à mon avis, du coup, après réflexion, où j'avais pas forcément envie de me voir avec moi-même, je pense. Cette part où on veut se cacher. On s'est senti rejeté, donc on n'a pas envie qu'on nous voit, quoi. Il y a comme un gel des émotions et un refus du renvoi de l'image à soi pour pouvoir juste encaisser le choc du refus lui-même. Notre image de nous-mêmes dépend de l'autre. Et nous nous constituons, nous nous construisons, et ça se fait au fil de nos journées, dans le reflet, non pas visuel, mais relationnel à l'autre. Et s'il y a une quelconque perturbation aux aspects relationnels, à un soubresaut de rejet, de mécompréhension, nous devons de mettre une énergie extraordinaire pour réparer ça. Sans quoi, notre survie à long terme, psychique mais aussi physique, est en jeu. Plus d'une centaine d'études dans le monde entier répertorient les conséquences physiques de l'isolement social. Augmentation de la pression artérielle, affaiblissement du système immunitaire, variation glycémique. Selon les travaux du psychologue John Cacioppo de l'Université de Chicago, la solitude augmenterait même le risque de décès prématuré de 19% chez les personnes âgées. La solitude peut donc avoir des conséquences néfastes pour la santé. Un constat peu réjouissant, surtout lorsque l'on sait que près de 40% des ménages recensés en Suisse romande sont composés de personnes seules. Des proportions encore plus élevées dans les cantons citadins comme Genève. Selon l'Observatoire de la santé publique, d'où proviennent ces statistiques, un tiers de la population suisse affirme souffrir occasionnellement d'un sentiment de solitude. À ce stade, il faut tout de même préciser que les effets de la solitude ne sont pas les mêmes si celle-ci est choisie ou alors imposée par des situations de vie que beaucoup d'entre nous redoutent. La solitude augmenterait la mortalité des personnes âgées. Aux portes de la vieillesse, Emmanuel se porte comme un charme et il espère bien faire mentir les études encore longtemps. C'est que sa solitude à lui, elle ne lui a pas été imposée par l'âge ou l'exclusion. Il l'a délibérément choisie. Seul au cœur de la forêt, entre ses murs vétustes, cet ancien habitué des squats et de la scène alternative se sent à l'abri de la frénésie de la vie. Depuis 18 ans, moi, c'est comme si je m'enfonce dans ma clairière. C'est-à-dire, les arbres grandissent et je suis de plus en plus dans un trou. Hein. Et j'aime cette clairière, ouais, bien sûr. Ouais. Dans sa ferme, sans eau courante et sans électricité, cet ancien étudiant en théologie construit des décors de théâtre pour vivre. Mais s'il a choisi de rester à l'écart des autres, Emmanuel ne se sent pas isolé pour autant. Je suis une personne qui peut être seule sans s'angoisser trop, sans ressentir trop de manque, sans m'inquiéter pour les autres, même égoïstement, sans considérer l'inquiétude des autres pour moi. Je pense que si j'ai pas si peur de la solitude, c'est parce que
c'est parce que je suis quelqu'un de sociable qui se trouve facilement des amis. Je parle avec tout le monde et puis avec, je pense, quand même beaucoup d'empathie, quoi. Alors, en général, les gens, ils m'apprécient parce que je les apprécie aussi, ouais. Parce que je ne fais pas de jugement. Les gens ont leur chemin, ils ont aussi leurs regrets. Comme moi, j'ai mes regrets, ou comme moi, j'ai pas le biais que j'aurais voulu prendre, où chacun est pris un peu dans sa vie. Et puis, et je vois qu'il y a des tas de gens qui peuvent apprécier de me voir comme comment dire, comme un échappatoire, quoi, comme une idée qui leur échappe et puis qui leur fait du bien. Ouais. J'espère. On peut vivre finalement en solitaire sans forcément être malheureux. On peut vivre en solitaire sans être malheureux, c'est-à-dire quand on choisit sa solitude, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, dans les expériences de vie qu'on a eues, la confrontation à la solitude, c'est souvent fait à notre insu. Et c'est souvent des situations qui ont été subies. Des situations de frustration, des situations avec des imprévus, des situations où quelque chose s'est imposé à nous. Donc on associe finalement, quelque part, cette expérience de solitude à une expérience négative. Alors que quand c'est choisi, on va plutôt rechercher cet isolement, cette recherche de contact avec soi-même pour pouvoir progresser. Donc c'est vraiment la différence entre la solitude choisie, qui est une démarche personnelle, et une solitude subie, qui est souvent avec le sentiment de subir les événements extérieurs auxquels on est obligé de s'accommoder finalement. Des événements extérieurs, Michel en a subi un, cruel, dont elle n'arrive pas à se remettre. J'écris à mon mari. J'écris mes pensées, mes douleurs, ma solitude. Moi, je suis seule intérieurement. J'ai connu mon mari, j'avais 24 ans. On a voyagé beaucoup ensemble, on a vécu à l'étranger. Alors là, il y avait la solitude quand je lui travaillais, mais j'étais jamais seule parce qu'il rentrait. Et depuis 2 ans et 2 mois, il y a une autre solitude qui s'est installée, c'est celle de son départ. Et cette solitude-là, je ne peux pas la décrire, c'est intérieur. C'est une solitude qu'on rencontre une fois dans sa vie, quand on se retrouve face à la mort de l'être cher ou de la personne qui partageait votre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le mari de Michel est mort 3 jours après une intervention chirurgicale planifiée. À la souffrance provoquée par le décès soudain, s'est ajoutée celle de la solitude, malgré un entourage familial et des amis très présents. La solitude qui m'affecte, c'est celle que vous ressentez lorsque vous fermez la porte et que plus personne n'est là. Donc ça peut être le soir, ça peut être le matin quand vous vous réveillez, que vous déjeunez seul alors que vous aviez l'habitude de déjeuner avec quelqu'un. Et ça, c'est très très difficile. Chaque geste vous rappelle que on met qu'une assiette au lieu d'en mettre 2. Donc il faut apprendre à vivre seul. Vous avez l'impression que tout s'arrête. Pour moi, pendant pratiquement 6 mois, tout s'est arrêté. Mais vraiment. Ma vie n'avait plus aucun sens, plus aucune valeur. C'était juste un gouffre et vous dites, je dois aller jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au fond. Et un matin, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça. Les gens qui t'aiment autour de toi vont se dire, mais on peut plus rien faire pour elle. Donc, on choisit ou on se laisse couler,
Ou alors on se dit non, stop, maintenant je me reprends en main. Donc depuis 2 ans, j'essaye de me reconstruire intérieurement. Parce qu'extérieurement, on montre toujours une autre face de soi. Celle qui va rigoler, qui va aller de l'avant. Parce qu'on vous dit toujours qu'il faut aller de l'avant malgré ce qui t'arrive. Et c'est assez difficile. Parce que même quand on est entouré, on est très seul. On peut se sentir seul alors qu'on est entouré. Et pour ça, je pense qu'il faut différencier 3 termes qui sont parfois confondus. Ce sont 1, le fait d'être isolé socialement, 2, le fait de vivre seul, et 3, le sentiment de solitude. Les 2 premiers, vivre seul et être isolé socialement, correspond à un fait objectivable. Vivre seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire être célibataire, être divorcé par exemple, ou être veuf. Voilà, en fonction de l'âge. Il y a des personnes célibataires qui sont très heureux, des personnes divorcées qui sont très heureuses d'avoir divorcé, et des personnes veuves qui finalement ont fait le deuil et finalement arrivent à avoir une vie épanouie après. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait de vivre seul et le fait de souffrir de solitude. Et le sentiment de solitude, justement, témoigne de ça. C'est le sentiment qu'on va donner à une expérience, en fait. Et très souvent, malheureusement, quand on éprouve cette souffrance liée à la perte de l'autre, on s'arrête là et on se dit, si je souffre, ça veut dire je suis incapable de vivre, ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait, ça veut dire que je pourrais jamais retrouver quelqu'un avec qui je pourrais me construire. Et ça, c'est une interprétation fausse de la souffrance. C'est pas le but. Le but, c'est justement d'intérioriser cette absence pour que l'être aimé continue à vivre à l'intérieur de nous. C'est en forêt, par de longues balades, sur ces sentiers autrefois arpentés à 2, que Michel tente d'apaiser sa souffrance. Une souffrance que désormais elle combat aussi à travers son activité bénévole au sein de Asnova, une association d'aide aux familles en deuil, dans l'espoir de retrouver un jour un peu de sérénité. Cette sérénité, je ne l'ai pas encore trouvée. J'espère qu'un jour, j'arriverai à me dire, je prends une tasse de café, je regarde les dos du midi et je me sens vraiment en paix avec moi. J'ose espérer qu'un jour, je me dirai oui, enfin. Marie-Noëlle Scurmans, on vient d'entendre le témoignage de Michel Bodmer. Lors de vos entretiens avec les personnes seules qui vivaient mal, avec leur solitude, quels moyens les interlocuteurs que vous avez eus évoquaient-ils pour parler de leur volonté de sortir de cette solitude, ou du moins de composer avec? C'est d'abord la nature. Le rapport à la nature. On a le sentiment que ces personnes, peut-être par manque d'attachement à des relations avec autrui, vont accroître cet attachement avec la vie, donc la vie naturelle, les promenades, la nature de manière générale. Et la deuxième, c'est la ressource intérieure. C'est la spirale à l'intérieur de soi. Si vous voulez, certaines personnes mentionnaient même l'image du Bernard l'Ermite. Et elles exprimaient, j'ai appris, c'est comme une gymnastique, j'ai appris à descendre à l'intérieur de moi et à me rattacher à moi-même, d'explorer l'intérieur de moi-même. Au début, ça me faisait peur. J'avais peur de ne pas pouvoir remonter. J'avais peur de devenir folle. Et petit à petit, j'ai apprivoisé cette possibilité de descendre en moi, de me ressourcer, de me retrouver et de remonter et d'être plus disponible à autrui. Moi, j'ai appelé ça la solitude ressource. Et puis, en fait, on peut combiner ces différents outils, la nature et puis l'intériorité. Il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappée, qui combine ces deux, c'est ce que j'ai appelé cette fois la solitude outil, parce que ça consiste à accentuer la solitude. Au lieu de lutter pour en sortir, pour la dépasser, pour éradiquer une situation de solitude, on va au contraire l'approfondir, l'accroître, un petit peu comme si on voulait toucher le fond. Mais c'est pour mieux rebondir, en fait. C'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux d'abord avoir développé ce rapport à soi, ce rapport à la nature, s'être ressourcé, s'être renforcé dans son être aussi, dans sa personnalité, dans sa force intérieure. Et les personnes à ce
moment-là se rendent compte qu'elles sont plus capables de recréer du lien suite à cette accentuation de l'expérience de solitude. Le regard des autres sur les personnes seules, est-ce qu'il est important ? Mais il est fondamental. Je peux donner un petit exemple. Une étudiante, je me souviens très bien qu'elle me disait je n'ose pas manger seule à la cafétéria parce que j'ai peur que les autres pensent que je n'ai pas d'amis. Vous voyez comment se fabrique une situation, un regard, je vais être perçue comme, entre guillemets, un petit peu anormal. Pourquoi sommes-nous si nombreux à ne pas aimer manger seul au restaurant ? Pourquoi le regard des autres sur les personnes seules est-il si négatif ? Pour le savoir, nous avons convié 6 volontaires à une expérience simple mais fort efficace. Alors bienvenue, merci d'être là. Ce que je vais vous demander, c'est de me donner 6 mots que vous associez spontanément et sans réfléchir au mot solitude. Allez-y, vous avez 30 secondes. C'est quand même la première chose qui vient à l'esprit, je pense, quand on parle de solitude. C'est souvent quelqu'un qui est triste, qui est triste de pas avoir, d'avoir autant de solitude, justement, qui voudrait avoir peut-être plus d'amis. C'est, à mon avis, le sens le plus commun et le plus logique qui vient spontanément. En tout cas, c'est ce que j'ai eu. Je trouve que la solitude, elle peut être remplie tellement de chagrin, d'émotions négatives, de vide. Ça m'est sorti spontanément parce que c'est ce que je vis en ce moment. Et la solitude, c'est des moments que je recherche, retrouver un peu la nature, ces moments de calme où j'ai le temps de réfléchir, de me reposer. Mais si je regarde la majorité des gens autour de moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est perçu plutôt comme quelque chose de négatif. Nous avons retiré les mots neutres pour ne retenir que les associations de mots avec une connotation soit négative, soit positive. Au final, le résultat est sans appel. Ce qui signifie à peu près, si on regarde 15 et 7, c'est à peu près 70% de mots négatifs pour 30% de mots positifs. Je crois que c'est assez clair. On a une vision de la solitude qui n'est pas des plus belles. Je pense qu'il y a plusieurs facettes pour la solitude, puisque un moment seul peut être heureux, il ne faut pas qu'il dure. Il ne faut pas que la solitude dure. Si c'est un état de vie, à ce moment-là, c'est pesant, c'est triste et il manque beaucoup de choses dans la vie. Marie-Noëlle Scurmans, il n'est pas très grand l'ensemble des mots positifs si on le compare à celui des mots négatifs. C'est une réalité ou c'est une représentation de la réalité ? Bien sûr, ce sont des représentations, le fait d'associer des mots à une expérience. Et on le voit, l'équilibre des idées spontanées qui nous viennent à l'esprit est tout à fait inégalitaire. Les mots d'apaisement, de tranquillité, de sérénité viennent comme une seconde possibilité à laquelle on n'avait pas pensé au départ. Parce que, nous l'avons dit, la facette du manque est toujours prégnante, est toujours dominante. Donc une solitude positive qui nous apporte, c'est possible, ça existe. Mais certainement, c'est-à-dire que c'est ce que je pense important de dire, c'est que il n'y a pas une solitude qui nous apporte pas, une solitude qui nous apporte. Je pense que le fait de vivre des situations de solitude dans leur pluralité, dans leur diversité, nous fait y trouver des choses, parfois douloureuse, parfois intéressante, parfois apaisante, et que c'est ce qu'on y trouve est fluctuant, qu'on traverse au cours du temps des solitudes différentes avec des sentiments qui sont également diversifiés. Et l'idée la plus importante, je pense, c'est qu'on y apprend des choses. Aujourd'hui, quand on pense à cette solitude choisie, qu'on a intégrée à sa vie, on pense assez automatiquement aux grands navigateurs qui se retrouvent des mois seuls sur la mer. Ça vous inspire quoi ? Pour moi, c'est une des figures modernes du chevalier errant, voire de l'ermite, qui se retire dans un au-delà du quotidien et qui, on pourrait dire, vit un peu à notre place l'extrême, le rêve, le tout autre.
l'héroïsme qu'on ne voudrait pas dans notre vie quotidienne nécessairement traverser, parce que ce ne sont pas nécessairement des situations faciles à vivre. Mais t'es trop beau pour être vrai, quoi. Je vais le sauver, le bateau. Et je vais l'emmener au bout, surtout. Je vais l'emmener au bout. Alan Roura, seul sur un océan déchaîné. Un de ces deux safrans, les gouvernails de son bateau, vient d'être explosé par un objet flottant. La coque est percée, le voilier prend l'eau. Le navigateur suisse de 23 ans qui participe à son premier Vendée Globe réussira in extremis à réparer les dégâts en pleine tempête, au péril de sa vie. Quand il y a des mauvais moments, des moments de peur ou de doute, hein, parce que voilà, quand on est tout seul, le doute revient assez souvent, et c'est de se dire ok, j'ai peur, ok, j'en ai peut-être un peu à la casquette d'être là, mais c'est ce que je voulais. Je suis venu chercher cette peur, je suis venu chercher tous ces doutes, cette crainte, comment dire, ouais, ce frissonnement en fait qu'on a à travers le corps quand on est tout seul sur l'eau, parce que tout est possible. C'est pas cool du tout, quoi. C'est pas cool du tout. Ça déferle. On a que la grand voile là. Et putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais qu'est-ce que je fous là. Ah, je te jure. Il y a cette part de solitude où on devient un peu fou. On a tendance à se parler tout seul, à parler à son bateau, mais ça c'est normal. Et puis il y a cette peur de retourner à terre. On a peur de retrouver la vie normale en fait et de se sentir différent des autres. Quand on passe autant de temps tout seul, on n'a aucune obligation finalement. On est tout seul sur son bateau à naviguer, seul dans notre tête, à dire voilà, je mange quand j'en ai envie, je dors quand j'en ai envie. Il n'y a pas cette obligation de la vie de tous les jours qu'on peut avoir à terre. Alan Roura a terminé 12e de la compétition. 105 jours de solitude complète et d'aventures périlleuses aussi. On n'est pas certain de rentrer en fait. On part sans savoir si on va revoir sa famille, ses amis, ses proches. Donc on signe un papier à beau risque et péril au départ de chaque course. Et c'est ce qui fait la beauté en fait de ces aventures. Le souvenir de ce qui aurait pu tourner au drame n'empêchera pas le skipper suisse d'être au rendez-vous du prochain Vendée Globe. À Lorient, il prépare d'ailleurs son nouveau bateau pour participer à l'édition 2020 de ce tour du monde sans escale, sans assistance et en solitaire. J'aime beaucoup la solitude, j'en ai besoin. J'ai des phases où j'ai besoin d'être seul sur l'eau, parce que je trouve que la mer, elle apporte ce côté de liberté et de solitude qu'on n'a pas forcément ailleurs, qu'on n'a pas ailleurs, du moins c'est ce que je ressens. Oui, j'en ai besoin, effectivement, donc ça, ouais, c'est addictif, c'est une drogue, ouais, c'est une drogue, effectivement, malheureusement. On ne désire la solitude qu'à partir du moment où l'on sait que nous ne sommes pas vraiment seuls et que l'on accomplit donc des pas de côté qui, à chaque fois, engagent une conscience, la conscience que, de toute façon, on reviendra à un moment parce que soit l'expérience qu'on a voulu accomplir est terminée, soit on se rend compte que la solitude, de toute façon, est une chose difficile et qu'elle ne vaut qu'à partir du moment où elle permet de bien regarder la société que l'on a quittée avec un autre regard. Pour le poser, cet autre regard, le performeur marseillais Abraham Poincheval n'hésite pas à prendre de la hauteur. Perché sur une plateforme à 20 mètres au-dessus du sol, pendant 8 jours et autant de nuits, cet artiste revit le quotidien des stylites, ces premiers chrétiens qui s'isolaient dans une ascèse extrême,
en haut de colonnes de pierre. C'est un regard sur l'espace dans lequel on est. On a beaucoup de temps à regarder les choses et ça c'est assez fort de voir les gens qui se déplacent sur une place, le quotidien d'un lieu, tout ça, et de s'apercevoir en fait comment ce lieu s'active, s'anime, comment au jour le jour il vit. Et puis aussi c'est le lien que ça crée aussi avec les habitants qui sont tout autour. Tout à coup les gens sont là et se disent « Ah mais il est là !» et donc ils passent un salut et puis ils s'échangent. Du coup ils échangent en bas. Et moi, j'entends pas toujours, mais du coup, c'est ça aussi qui est fort. C'est comment, en fait, ça crée une sorte d'onde de choc, je dirais, qui se propage dans la ville et qui agit, en fait, sur les habitants, sur leur quotidien. Abraham Poincheval est un spécialiste de l'enfermement de longue durée, dans des environnements pour le moins improbables. L'isolement et la solitude sont ses outils de création. J'ai un certain plaisir à ressentir l'enfermement, c'est-à-dire à le pousser à son maximum, à son paroxysme, jusqu'à ce que, par exemple, dans une pièce comme pierre, je sois totalement enfermé, c'est-à-dire que soit sculpté dans la pierre ma propre silhouette, donc je suis enfermé dans ma silhouette. Et oui, c'est quelque chose d'assez fort, en fait, qui se passe à ce moment-là. Comme les cosmonautes, le retour de l'artiste du monde minéral à celui de la chair, après 8 jours d'enfermement complet, laisse quelques séquelles que le temps effacera. Ça crée un autre rapport à soi, un rapport à soi qui n'est qu'avec soi, ou qui est avec les éléments qui nous entourent, comme une pierre, ou d'être enfermé dans un ours naturalisé, ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai besoin de cette expérimentation, cette expérience du réel, quoi, et de la durée. Je suis dans une sorte de léthargie, un peu comme un ours en hivernation, quoi. Et il fait chaud à l'intérieur ? Oui, il fait très chaud, ouais. Alors, je pense que je suis entre 20 et 30 degrés. Il y a une autre relation, une autre acuité aux choses qui se produit. Et du coup, la solitude, pour ça, est assez extraordinaire. Et puis, de toute façon, le cerveau, vous savez, il vous invente toujours des amis, hein, quand tout à coup il se sent trop seul. Hein. Il a toujours cette qualité de pouvoir inventer des personnes qui viennent vous voir alors qu'elles n'existent pas. Donc, c'est pas si gênant. La solitude créative est une solitude qui s'aménage, que le créateur fabrique pour les besoins de ce qu'il vise. Cet instinct, en quelque sorte, du nomade qui passe d'un monde à un autre caractérise, je crois, à bien des égards, le créateur qui, dans tous les cas, s'aménage une solitude volontairement. Il la désire parce qu'il sait que c'est la condition de la métamorphose qu'il veut accomplir. Sortir de la vie qu'il mène pour mener une autre vie et entrer en dialogue avec d'autres êtres, d'une manière ou d'une autre. De ce point de vue-là, la solitude est la condition sine qua non de la création, car lorsqu'on le crée, on entre de toute façon en dialogue avec d'autres mondes. Marie-Noëlle Scurmans, là, on vient de voir que la solitude fait partie intégrante du travail de cet artiste. Ça vous inspire ? Ça m'inspire. En fait, quand on est seul, on commence à voir, à sentir, à percevoir les choses avec plus de finesse. On n'est pas distrait par toutes les futilités qui, dans la vie quotidienne, nous entourent. Donc on est concentré sur l'être, sur ce qui se passe, sur ce qu'on voit, ce qu'on sent. J'ai quand même envie de dire qu'aujourd'hui, on sait malgré tout que la solitude, en tout cas imposée, n'est pas bonne pour l'humain. Les personnes qui sont seules ont une espérance de vie plus basse, sont plus fragiles face à la maladie physique et psychique. D'ailleurs, on fait tout pour que les aînés ne se retrouvent pas seuls. Vous pensez quoi de ça ? Mais oui, mais votre émission l'a évidemment très très bien montré. La solitude du manque, la solitude de la souffrance, qui sans doute est corrélée avec des problèmes de dépression ou des problèmes de somatisation physique donc et psychique, n'est pas le tout de l'expérience de solitude. Donc on revient à ce stéréotype, on revient à cette idée qu'il faut éradiquer la solitude. Ça revient à projeter notre crainte de la solitude sur le vécu de quelqu'un d'autre. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que plutôt que de créer du lien, ou exclusivement, en tout cas, d'aller dans ce sens, il faut créer du sens. C'est-à-dire arriver à prendre conscience de cette diversité des possibles, des potentielles expériences de solitude
et que nous avons traversées et que nous pourrions traverser, les mettre en lien, les mettre en dialogue et revenir à ce que nous en avons appris. D'ailleurs, vous dites, et ce sera le mot de la fin, que la solitude peut aussi être pleine en opposant cette idée à la solitude vide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la solitude pleine, c'est la solitude qui est regardée en tant qu'expérience, qui est regardée, ressentie, non pas comme un état contre lequel on lutte, mais comme une histoire qu'on traverse. C'est quelque chose dont on va analyser, regarder aussi les traces en soi, les expériences, ce qu'on en a retenu. Les multiples facettes. Les multiples facettes, mais aussi qu'est-ce que j'ai appris de moi-même, qu'est-ce que j'ai appris de ma capacité à être avec moi et qu'est-ce que j'ai appris de ma capacité à être avec autrui. Je crois que c'est ça, les solitudes pleines. Les solitudes comme des morceaux d'histoire pleins de découvertes. Marie-Noëlle Skurmans, merci. Merci à vous. Quel avenir pour notre ermite des temps modernes? La ferme vétuste et isolée qui sert de refuge à Emmanuel depuis 18 ans est en passe d'être vendue. Il va devoir abandonner sa clairière. Ce coin, c'était, entre guillemets, comme une récompense. Ce coin de pierre gelée. Même si je résiste, je ne pourrais pas rester. Est-ce que vous allez devoir quitter votre vie solitaire en partant de là? Je ne vais pas devoir la quitter, non. Ce ne sera pas une obligation. Je pourrais peut-être encore être plus seul dans un coin plus retranché. Je ne sais pas. Aujourd'hui, elle représente quoi pour vous, cette solitude? La vie solitaire, c'est la liberté. Tout seul, je suis le seul à me voir, à me jauger, à m'aimer ou à me détester. C'est simple. J'ai pas trouvé le chemin avec les autres, avec quelqu'un d'autre. J'ai perdu mes compagnes. Je me suis retrouvé avec d'autres solitaires. Et ces solitudes se sont écartées l'une de l'autre. Peut-être que je mourrai sans même que les autres s'en rendent compte. Je réécrirai un mot. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site Play RTS. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.